Bonsoir. Bienvenue au Musée McCord. Welcome to the McCord Museum. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette première conférence de la série Échanges urbains 2013-2014, organisée en partenariat avec Héritage Montréal. Please note that tonight's both presentation will be in French. However, you're invited to participate to the question period in both languages. Je voudrais remercier nos deux conférenciers de ce soir de leur présence parmi nous. Madame Caroline Andrieux, fondatrice et directrice artistique de la Fonderie Darling, ainsi que Monsieur Jacques Vincent, coprésident de Prével, qui feront chacun une présentation de 20 à 30 minutes sur le thème de l'avenir de nos édifices institutionnels patrimoniaux. Historienne de l'art, Caroline Andrieux poursuit la mission de consolider la présence des artistes et d'affirmer leur rôle dans notre société, par la mise en place de centres de création et de diffusion en art visuel qui abritent sous un même toit les salles d'exposition et ateliers d'artistes dans les espaces magnifiant l'architecture. Quartier éphémère, l'organisme qu'elle dirige depuis 1996 soutient la création tout en revitalisant les bâtiments patrimoniaux délaissés. À Paris, elle a cofondé l'association Usine éphémère en 1987, dont la mission était de transformer provisoirement des friches en centres d'art transdisciplinaires, dont l'usine éphémère, la base, l'hôpital éphémère, l'usine de Méru dans l'Oise. À Montréal, elle est cofondatrice en 1993 de Quartier éphémère, qui ouvre en 1994 son premier lieu au coin des rues Prince et de la Commune, dans l'ancien Griffintown. Depuis 20 ans, elle est la directrice générale et artistique de cet organisme, qui a notamment réhabilité la Fonderie Darling en 2002. Cette même année, Caroline Andrieux a reçu pour son engagement auprès des artistes le titre de Chevalier des Arts et des Lettres du gouvernement français. Il me fait également extrêmement plaisir de vous présenter Jacques Vincent, notre second conférencier de ce soir. Après l'obtention d'une maîtrise en sciences commerciales à l'Université de Sherbrooke, Jacques Vincent fut adjoint administratif du doyen de la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke et conseiller en gestion chez Raymond Chabot. En 1978, il fonde Prével et en 1995, il forme un partenariat avec Jonathan Sigler qui se consacre au développement en milieu urbain de projets résidentiels de qualité orientés sur le style de vie. Préoccupé par la promotion de la qualité en matière d'habitation, Jacques demeure très actif dans les débats concernant le développement résidentiel. Il a participé à plusieurs ateliers, comités, conférences ou conseils d'administration voués à l'avancement de l'habitation au Québec. Il a reçu la distinction Fierté Montréal de la Chambre de commerce de Montréal pour sa contribution à l'essor de la ville, ainsi que le prix Van Ginkel de l'Ordre des urbanistes du Québec pour une contribution significative au développement de l'urbanisme au Québec. Souhaitons que les perspectives abordées par nos deux conférenciers sur le sort de nos édifices patrimoniaux soient des plus enrichissants. Je cède maintenant la parole à Adinou Boumbarou, directeur des politiques d'Héritage Montréal, pour une courte mise en contexte de la conférence de ce soir. Merci beaucoup. Merci, Amélie. Bienvenue. Welcome to the second edition of these Urban City Talks. Tonight, we're going to explore or have a discussion on the theme of the reconversion of our institutional heritage. And I would like to use perhaps the word that they use in Australia, which is the estate. Le domaine institutionnel patrimonial. D'une certaine façon, on parle beaucoup du domaine patrimonial quand on parle du bloc patrimonial à l'Hydro-Québec, mais pensons à ce bloc d'espace, de bâtiments, qui, en fait, est une caractéristique d'une métropole. Promenons-nous dans les grandes métropoles, on se rend compte qu'il y a une concentration d'équipements, des hôpitaux, des services de cette nature associés à la santé. Il y a des lieux d'enseignement, soit des écoles en grande quantité, des académies, des espaces universitaires, également des centres de recherche. Aujourd'hui, certains vont dire c'est l'anniversaire de la fondation de Disney, mais c'est aussi les mesures de guerre en 70. Ça nous rappelle que les casernes, ce sont également des équipements emblématiques qui participent à ce domaine institutionnel. Puis en Montréal, on en a de très belles. Avenue des Pins avec les fusils Mont-Royal, sur l'esplanade des Grenadiers, Côte-des-Neiges avec les Hussards et Bleury, le Black Watch,
Celle de Côte-des-Neiges, particulièrement intéressante, au coin de Remembrance, avec sa belle plaine de gravier, 0,75, un paysage qui complémente agréablement le parc de Frederick-Lac-Olmsted. D'ailleurs, on l'a souligné au gouverneur général, qui est le chef des armées, parlant du Mont-Royal. Mais c'est une collection de sites très importants et Montréal n'est pas exclu de ces détenteurs d'un tel patrimoine. On passerait beaucoup de temps à faire l'inventaire, mais c'est aussi un défi qui est devant nous, puisque c'est un patrimoine qui arrive au bord de la table, qui va trouver bientôt un défi majeur de reconversion. Et le thème qu'on voudrait explorer aujourd'hui, c'est la désaffectation, réaffectation, mais ce sont des lieux qui ont beaucoup de valeur. Ce ne sont pas que des ensembles strictement immobiliers. Ils sont chargés d'histoire. Ils ont souvent apporté un service public. Ils ont une place dans la société qui les a construites. Et ça ne fait qu'ajouter des dimensions au défi qui est devant nous. On a souhaité regarder ça en tenant compte de certaines choses. Par exemple, à Montréal, le plan d'urbanisme de 2004 reconnaît le défi. Ça n'a pas encore été tout à fait mis en œuvre comme mesure pour encadrer. C'est la même chose avec la politique du patrimoine de 2005 qui invite à avoir des vues d'ensemble sur ce patrimoine institutionnel dont on souhaiterait éviter le démembrement. Il y a une vingtaine d'années, vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu un débat sur l'avenir de Villa-Maria, alors que certaines positions prévoyaient, et je ne parle pas du monastère du Précieux-Sang à côté, mais vraiment le domaine de Villa-Maria, des gens anticipaient d'installer 700-800 logements là-dessus, alors que finalement, on aurait perdu le génie de cet endroit-là. On a également à Montréal des phénomènes ou des dynamiques comme celle particulière au Mont-Royal, où à peu près 60% du territoire est occupé par ce domaine institutionnel patrimonial. C'est remarquable et c'est un défi d'autant plus important que parmi cette partie majeure et si visible de l'ensemble, outre la croix sur la montagne, sans doute un emblème ostentatoire, mais il y a l'Hôtel-Dieu et il y a également le Royal Victoria qui fera l'objet d'une désaffectation en 2015, l'Hôtel-Dieu, la partie hospitalière en 2016. 2016, c'est comme après-demain à l'échelle de ces ensembles-là. Ce sont des quantités phénoménales de bâtiments. On voit comment du côté nord, côté ouest du Mont-Royal, avec le séminaire de philosophie ou avec l'ancienne maison mère des Sœurs de la congrégation de Saint-Nom de Jésus et de Marie à Outremont, les défis sont importants pour des bâtiments d'une aussi grande importance physique et symbolique. Alors, devant ce défi massif d'obsolescence, on a, avec le musée McCord, réfléchi, on a trouvé que c'est un sujet pertinent. Le gouvernement du Québec, au mois de juin, a annoncé la formation d'un comité interministériel à laquelle la Ville de Montréal participe sur les bâtiments excédentaires du CHUM et du CUSUM. Alors, ce comité apparemment s'est réuni à 2 reprises, les 16 août et 27 septembre, et il se familiarise avec certains documents, dont l'énoncé de valeur patrimoniale qui a été produit pour le Royal Victoria. Enfin, une partie du Royal Victoria, puisqu'on n'a pas encore fini avec la maison Ravenscraig qui est juste à côté. Un exercice semblable est en train de s'amorcer pour l'Hôtel-Dieu. Ce sont des complexes. À cause des dimensions, du nombre de pavillons, l'histoire est très, très particulière. Puis on ne peut pas aborder ça comme une petite maison dans une pelouse. Alors, le comité interministériel s'est familiarisé avec ça. On nous a également promis un comité d'experts qui accompagnerait la démarche et qui permettrait de tenir des rencontres, des consultations. Mais ce comité d'experts, ce matin, à 9h28, ce matin, j'ai vérifié, puis il n'était toujours pas formé. Alors... Mais on sait très bien que son rapport sera publié le 31 décembre. Donc, si ça continue à travailler sur la perfection de ce comité d'experts, le comité rendra un rapport sous forme de carte postale, voire plus précisément de carte de meilleurs vœux pour l'année à venir. Cela dit, il y a une démarche qui est en cours parce qu'on a décidé de déménager les hôpitaux, mais on a oublié qu'il fallait faire quelque chose de plus que de prévoir des résultats des ventes de ces bâtiments. La reconversion ne peut pas être que comptable. Il y a un grand défi et tout le monde doit pouvoir contribuer à cet exercice. Alors, dans le cadre de cette situation, on a, avec le McCord, souhaité ouvrir cette séance d'échange urbain sur ce thème de reconversion, désaffectation, réaffectation des édifices institutionnels. Et on a invité nos 2 conférenciers
Caroline et Jacques, à aborder 2 questions que je vous communique. Elles ont été secrètes jusqu'à aujourd'hui, et sauf auprès des conférenciers. Première, c'est quelles sont les conditions à réunir et les erreurs à éviter dans cette transformation qui est annoncée. Ce n'est pas un choix, c'est inévitable. On ne peut pas démolir ces bâtiments-là. Quelles sont les forces à mobiliser pour créer des expériences inspirantes. Et c'est peut-être aussi le mot qu'il faut. Il faut imaginer qu'en 2017, ce sera un anniversaire qu'on voudra célébrer. On ne peut pas imaginer célébrer ça avec des plaines, des immenses falaises de fenêtres barricadées. Donc, trouver les réponses à ça, c'est aussi un élément de se projeter dans l'avenir, pas juste de régler des hypothèques. Alors, pour commencer, Caroline Andrieux, qui apporte une expérience éphémère, mais pérenne. On est vraiment dans le domaine de la précision tactique. Merci. Bonsoir. Merci à Héritage Montréal, merci au musée McCourt de m'accueillir ce soir pour présenter mon expérience en fait de 25 ans maintenant. Donc, j'ai orienté ma présentation parce que je savais que mon co-conférencier avait un domaine particulier, donc j'ai vraiment voulu orienter les choses dans ce sens-là pour que la discussion soit beaucoup plus fructueuse. Et donc je pense aussi que ce n'est pas innocent, effectivement, de nous avoir mis en parallèle tous les deux. Donc je pense que la question principale que j'ai retenue, c'est est-ce qu'une cohabitation spatiale et temporelle pourrait être possible entre artistes et nouveaux résidents, tout en mettant en valeur le patrimoine immobilier, hospitalier en l'occurrence. Donc je vais vous présenter sommairement les 2 organismes que j'ai cofondés, dont bien sûr un caractère artistique très, très, très fort, évidemment, mais quand même qui se personnalise par une implication patrimoniale et sociale et urbaine de façon très significative. Donc, si je devais résumer en rébus les grandes étapes des organismes que j'ai cofondés, je pourrais l'énoncer ainsi. Mon premier est un promoteur immobilier qui a fait confiance à 2 jeunes entrepreneurs en herbe en leur confiant les clés d'une ancienne usine chimique qu'il comptait démolir un peu plus tard pour y réaliser un projet résidentiel. Donc, mon premier est un promoteur immobilier. Mon deuxième est l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui a temporairement mis à leur disposition de cette même équipe un hôpital obsolète en plein cœur de Paris. Mon troisième est la ville de Montréal, qui, à travers la société paramunicipale La Sympa, a mis à leur disposition encore de ces mêmes 2 jeunes un entrepôt abandonné dans le quartier de Griffintown. Et mon tout est la création de 2 organismes, l'un à Paris et l'autre à Montréal, dont la mission est d'offrir des espaces de création et des plateformes de diffusion pour la scène émergente en art visuel, tout en revitalisant de façon temporaire ou pérenne le patrimoine immobilier en désuétude. Donc, je vais vous montrer quelques images. Donc, ça, c'est la fonderie Darling. C'est un lieu qui est actuellement donc, vivant, un lieu que l'association a pu acheter il y a maintenant 6 ans. Donc ça, c'est notre dernier projet. Ici, c'est un projet sur lequel on travaille, qui s'appelle le bâtiment 7. On travaille avec un promoteur immobilier qui s'appelle le groupe MAC, qui a le projet de développer tous les ateliers du CN à Pointe-Saint-Charles pour faire des projets résidentiels, industriels et commerciaux. Donc ça, c'est un projet qui n'est pas encore finalisé, mais sur lequel on travaille. Donc là, je vais vous parler plus particulièrement de l'hôpital éphémère, puisque ce sont les grands enjeux montréalais pour les 2 prochaines années. Donc l'hôpital éphémère, c'est un ancien hôpital qui était obsolète, puisque c'était un hôpital qui était pour les enfants et que, compte tenu des progrès médicaux, l'hôpital qui était en fait sectorisé par rapport aux maladies contagieuses. Comme vous pouvez voir, c'est un hôpital pavillonnaire. À partir d'un certain moment, il a été donc abandonné par l'assistance publique
Et nous sommes arrivés à ce moment-là en proposant à l'assistance publique en fait, de récupérer ce lieu qui faisait 20 hectares, donc c'est quand même très très grand, en plein cœur de Paris, sur la butte Montmartre, sur les pentes de la butte Montmartre, à Place Clichy, dans le 18e arrondissement. Donc en 1990, on a passé une entente avec l'assistance publique, les hôpitaux de Paris, qui nous ont prêté gratuitement cet hôpital pour y organiser donc un centre de création, de diffusion interdisciplinaire, puisqu'il y avait à peu près une centaine d'ateliers d'artistes, des studios de musique, plusieurs salles d'exposition et de spectacles. Comment on a fait pour convaincre l'assistance publique? En fait, d'abord, la première chose, c'est effectivement d'empêcher le vandalisme du patrimoine, de créer un lieu de dynamique dans un quartier qui était assez désert au niveau culturel. Et je pense qu'un argument qui a beaucoup joué, c'est que chaque artiste qui passait à l'hôpital éphémère devait faire don d'une œuvre d'art au musée de l'assistance publique ou aux hôpitaux de Paris. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs centaines d'œuvres qui sont à disposition du musée de l'assistance publique et qui sont montrées dans les hôpitaux, salles d'attente, couloirs, chambres. En tout cas, il y a toute une stratégie comme ça d'intégration des œuvres dans les hôpitaux à l'architecture. Alors le but, c'est évidemment d'interpeller, de stimuler les patients, puis aussi d'enrichir le cadre de vie. Donc voilà, ça c'est une photo de l'hôpital éphémère. Il y avait une petite serre et un potager qu'on avait gardé. Ce que vous voyez ici, c'était des ateliers d'artistes. Donc au niveau de l'architecture, c'était tout à fait intéressant puisqu'il y avait des grandes baies vitrées. Ici, c'est une des salles d'exposition qui était dans le bloc opératoire. Vous allez voir des photos plus tard. C'est un artiste donc, qui s'amuse à repeindre la Croix-Rouge qui était à l'origine du bâtiment. Donc, un atelier d'artiste, comme vous pouvez voir, on laisse vraiment les choses assez brutes. Les artistes n'ont pas besoin de grand-chose pour travailler, à part un espace abordable et puis des murs, en tout cas un espace fermé pour travailler. Ah, une petite interruption. Là, c'était dans la cuisine, donc de l'hôpital éphémère, aussi pour vous montrer que les œuvres peuvent s'adapter à toutes sortes de bâtiments ou en tout cas de configurations. Voilà encore la cuisine. Ici, c'est le bloc opératoire. Donc, les œuvres étaient tout à fait bien présentées puisque le bloc opératoire présente l'avantage de ne pas avoir de lumière naturelle. Donc, la lumière est totalement artificielle. On peut vraiment cadrer la lumière comme on le souhaite. Encore le bloc opératoire. Voilà. Donc, pour les hôpitaux de Montréal, on a évidemment beaucoup d'intérêt à pouvoir s'intégrer ou s'insérer dans un processus qui soit temporaire ou périn. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité de travailler ensemble avec des promoteurs immobiliers parce que en arrivant dans un lieu, non seulement on arrive à le stabiliser, à créer une vitalité, mais aussi à empêcher le vandalisme. Par exemple, au bâtiment 7, le vandalisme est très préoccupant. On n'a pas encore intégré les lieux et il y a beaucoup de dommages qui, malheureusement, vont coûter très cher à réparer. Donc, étant donné le besoin criant d'espace pour les artistes à Montréal, comme vous savez, les artistes sont de moins en moins bien lotis à Montréal, bien que je peux dire qu'en arrivant en 92, c'était vraiment une ville avec beaucoup d'artistes ici qui avaient des super conditions. Alors, étant donné aussi que les promoteurs, dans un certain sens, profitent de ces quartiers créatifs et inspirants parce que le public est attiré par ces quartiers-là, alors que les artistes, une fois que les promoteurs arrivent, ils sont plutôt relayés aux quartiers limitrophes.
étant donné que Quartier éphémère a quand même une bonne expérience par rapport à sa capacité à gérer des espaces de création, à négocier avec les propriétaires et à respecter le patrimoine. Je pense qu'il y aurait donc lieu de mettre en place un projet qui soit hyper créatif, typiquement montréalais, et qui puisse travailler en amont entre les artistes et les promoteurs pour que les arts soient toujours au cœur d'un développement urbain. Alors j'ai pris une petite photo qui est au coin de mon parcours pour rentrer chez moi. Je trouve ça assez étonnant de voir comment justement les promoteurs immobiliers, et puis je prends ça au sens large là, parce que je trouve que ça illustre bien ce que je viens de vous dire, que les promoteurs en fait s'inspirent et en tout cas prennent parti de tout le développement qu'ont pu faire les artistes. Là vous voyez le jeu de mots de la publicité donc sur le quartier Soho, qui est quand même très identifié comme un quartier d'artistes à New York. Il n'est plus du tout aujourd'hui, on s'entend. Et puis l'affiche qui est placardée sur un bâtiment patrimonial. Donc ça, c'est un petit peu une image qui est un petit peu contradictoire, je trouve, en ce moment, parce que, voilà, alors qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut sauver le patrimoine? Et en même temps, on veut s'inspirer ou en tout cas communiquer sur l'aspect artistique d'un quartier. Donc, je lance la question peut-être à Monsieur Vincent de savoir un petit peu le positionnement des promoteurs dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup, Madame Andrieux. On va maintenant céder la parole à Monsieur Vincent. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier M. Mercorde, Héritage Montréal, pour nous permettre, comme promoteur, de donner notre point de vue. Généralement, on est dans des situations de soirées d'information, parfois qui peuvent être polémiques, de le faire dans une atmosphère détendue. Je ne veux pas dire que les questions ne peuvent pas être embarrassantes, on est prêt à les recevoir, mais on est content de pouvoir donner le point de vue dans un contexte différent d'un contexte où on est dans l'action. D'entrée de jeu, je vous dirais que le succès en immobilier, puis je pense que le succès pour la transformation de ces grands hôpitaux, c'est la bonne planification. Et ça nous effraie un peu d'entendre dire que c'est pour 2015 et puis 2016. Dans l'immobilier, généralement, traditionnel, c'est déjà très court comme délai. Et avec les enjeux qu'on a devant nous, c'est, je dirais, un peu apeurant parce qu'on va avoir à transiger avec ça tantôt comme développeur et ça fait peur. Je pense qu'il s'agit de bien évaluer chacun des bâtiments, leur potentiel, leur vocation, leur orientation pour arriver à bien planifier leur développement. Par exemple, nous, on croit que le Royal Victoria, et je pense que c'est quelque chose qui devrait être statué avant, on vous donne une opinion comme promoteur, devrait être destiné à l'Université McGill. Ça ne devrait pas être destiné au développement résidentiel. Les maisons d'enseignement sont une valeur importante pour Montréal et il faut leur permettre, il faut favoriser leur développement. Et tout comme Montréal, l'Université de Montréal a la cour de triage, on pense que l'Université McGill devrait avoir le Royal Victoria comme futur pour se développer. Mais lorsqu'on dit ça, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça demain. Et le discours que tient ma co-conférencière est tout à fait adéquat dans cette situation-là de dire il faut trouver une vocation temporaire pour permettre d'attendre les besoins de l'Université McGill. On pense que ça va s'effectuer sur plusieurs années et il faut tout à fait prévoir quelque chose en attendant. Mais cette planification dont on parle, qui est le gage de succès, elle doit se faire dès aujourd'hui. Puis lorsqu'on parle qu'on est encore à former des comités d'experts, ça nous fait peur un peu. La meilleure façon pour moi, comme promoteur immobilier aujourd'hui, de partager avec vous
sur ce sujet-là, c'est faire part de nos expériences passées, les bons coups qu'on a faits, les mauvais coups qu'on a faits, parce qu'on a fait des mauvais coups aussi, les choses à faire et à ne pas faire. Et on va commencer par une simple énumération, chacun des projets qu'on a faits, les problèmes qu'on a rencontrés, les succès qu'on a pu avoir, puis des choses qui, je pense, devraient se transposer dès aujourd'hui dans la planification de la transformation des hôpitaux. On a fêté cette année notre 35e anniversaire, on a eu une implication importante dans le développement urbain à Montréal. On en est très fiers. On a contribué à la revitalisation de certains quartiers, à la conservation d'un patrimoine, principalement industriel. Je vous ferai part un petit peu plus tard où on a moins bien réussi sur le patrimoine religieux. Commençons par un de nos projets qui est le quai de la Commune en 1996, un projet qui a vu la transformation d'anciens entrepôts sur le port. C'est un projet qui a très bien été dans le processus. On n'était que 2 proposants, puis on était les seuls qui proposaient de conserver les bâtiments. Donc, ça a permis une entente qui a favorisé la détention des bâtiments par la Société d'habitation de Montréal à l'époque et qui a fait en sorte qu'on a pu passer, parce qu'on était encore, en 1996, on était au sortir d'une récession, et ça a permis de passer à travers ce marché difficile et qui a fait un succès de ce projet-là qui a permis la conservation de ces bâtiments-là. Un autre projet qu'on a réalisé dans le Vieux-Montréal, où il y a eu beaucoup d'exigences de la part du ministère de la Culture, de grandes difficultés de construire en milieu aussi dense, aucune collaboration de la Ville de Montréal. On évite aujourd'hui de travailler dans le Vieux-Montréal. Et on pense qu'on ne demande pas des subventions pour travailler dans le Vieux-Montréal, on demande simplement des assouplissements des règles de la part de la Ville, parce qu'on pense qu'on contribue à conserver le patrimoine de Montréal, puis c'est la richesse de Montréal. Puis, encore là, c'est des choses simples. L'occupation du domaine public, c'est l'enfer dans le Vieux-Montréal, de transiger avec l'occupation du domaine public, mais à un moment donné, il faut y mettre en quelque part nos équipements. Le projet d'Impérial, c'est la transformation des anciennes usines d'Impérial Tobacco, dont on est très fiers. Il y a eu beaucoup d'exigences de la part de l'arrondissement, mais la négociation était bonne, ça a bien été. Malgré ces exigences-là, il y avait un bon échange. Les difficultés nous sont venues des groupes sociaux qui en ont fait un enjeu pour le pourcentage de logements sociaux. C'est une nouvelle politique qui sortait de la Ville de Montréal, puis ils voulaient un plus fort pourcentage. Et on a été pris, aujourd'hui, on peut le dire plus ouvertement, on s'est senti pris en otage dans cet enjeu-là. On a réussi grâce à ce qu'on appelle le référendum inversé, qui est l'article 532 de la procédure de renonciation à la tenue d'un référendum, qui existait, parce qu'elle n'existe plus, la Ville de Montréal l'a abolie, qui créait un équilibre entre l'opposition et les gens qui désiraient que des projets se réalisent. C'était un outil important qu'on a utilisé à quelques occasions. Impérial Tobacco, c'est une réussite pour nous à tout point de vue au niveau de la conservation du patrimoine industriel. On en est très fiers. Ça a été cependant un défi financier important, car la transformation a entraîné des coûts de réfection très élevés qui ont heureusement été supportés par la construction neuve, parce qu'il y avait certains terrains vacants pour réaliser ces 850 unités-là, qui nous ont permis de faire la construction neuve, qui ont permis de supporter les coûts additionnels de la transformation de ce patrimoine-là. Mais en même temps, c'est un projet qui s'est réalisé rapidement, et même si ça a été difficile, on a eu quand même il y a un apport positif de cette transformation-là. Lorsque vous avez des immeubles qui ont 12, 13 pieds de haut, vous êtes vraiment dans un marché différencié, vous vous distinguez de la compétition, et c'est un projet qui a bien été, qui s'est fait rapidement à cause de ça. Donc, il y a des problèmes, mais il y a aussi des avantages. Le projet L'Année, c'est un projet qui a vu la conservation des anciens bâtiments de la chocolaterie. C'est un processus qui a été relativement facile avec l'arrondissement, car on faisait une contribution importante à la revitalisation de quartier. On était les premiers dans ce quartier-là, c'était vraiment déstructuré. Les mots sont... Aujourd'hui, on regarde, on dit « Oh, Griffintown, c'est la place », mais à l'époque, ce n'était pas la place. C'était un grand défi, par contre, au niveau de la mise en marché au début. On a souffert beaucoup, mais à long terme, ça s'avère être un succès financier. On profite d'avoir été pionnier dans ça. Encore là, on a utilisé le processus de référendum inversé à une certaine occasion parce que les résidents
qu'on a amenés sur ce territoire-là, à un moment donné, on ne voyait pas le développement, la poursuite du développement de la même façon que nous. Mais il y en a qui le voulaient et on a réussi avec ce processus-là. Je pense qu'une des choses, des leçons qu'il faut retenir de ça, c'est lorsqu'on s'inscrit dans un quartier assez grand, il faut que la planification préalable soit suffisamment grande et très claire au départ pour que les gens connaissent bien l'environnement dans lequel ils s'inscrivent, pour éviter des situations comme ça. Au niveau des bassins, c'est une préservation, les bassins du Havre, c'est sur le canal de la Chine, c'est une préservation du patrimoine industriel de Montréal en réinterprétant les bassins qu'on trouvait à l'époque industrielle de Montréal. C'est un grand succès de planification et on doit on ne peut pas se l'attribuer, il faut le rendre à la Société immobilière du Canada. Donc Cameron était l'animateur à l'époque, le président de ça. Qui a vraiment fait une consultation citoyenne très étendue, une planification urbaine qui a été très bien faite, avec peut-être un petit bémol sur l'accord de développement. Je vous reviendrai tantôt sur certains des avantages des accords de développement, mais somme toute, une très belle planification qui fait que ça va être un projet très intéressant, qui nous emballe beaucoup et qui va éviter des choses comme on parlait de la Lannée. On pense que ça a été bien planifié. Le territoire a été planifié dans son total, dans son totalité, et c'est bien fait. Et d'autant de plus, le processus de mise, parce que c'est la Société immobilière du Canada qui a développé le site, et après ça, ils ont mis les terrains à concours pour que ce soit développé par des promoteurs privés, des promoteurs immobiliers. Et le processus du concours était très limpide, nous mettant en confiance. On avait l'impression qu'on entrait dans quelque chose où tout était clair sur la table, il n'y avait pas d'agenda caché. Le CVI, c'est un projet de revitalisation de quartier encore là, qui est sur la rue Sainte-Catherine, près de l'ancien forum, près d'Atwater. C'est un succès qui a dépassé nos attentes. Les gens du quartier ont été très impliqués dans le changement de zonage et très impliqués dans la poursuite de ce qu'on faisait pour s'assurer que les choses se faisaient telles que le changement de zonage avait été planifié. Mais ils ont été très respectueux, mais très présents, mais très respectueux. Au Square Mont-Royal et au Graham, deux projets qu'on a réalisés à Ville-Mont-Royal, c'est des exemples de changement de zonage, puis je pense qu'il faut retenir ça pour assurer le succès de d'autres changements, où le succès de ces changements de zonage, c'est des gens très exigeants, très impliqués, les gens de Ville-Mont-Royal. Ça a été le dialogue préalable au processus de la ville. De s'asseoir avec les citoyens, expliquer notre projet avant, et puis quand on arrive dans le processus où on est en encadrement, puis c'est très rigide, c'est plus difficile, on peut moins s'exprimer, c'est moins libre. Une implication, un dialogue préalable est très, très efficace. Ça a permis... L'usine Marconi, ça a été quand même relativement facile parce qu'on transformait une ancienne usine, on venait revitaliser le quartier, mais les citoyens étaient présents, voulaient savoir comment on va faire. Alors qu'au Graham, on était en plein centre de Ville-Mont-Royal et on venait demander un zonage quand même de 5 étages, mais on a mobilisé les citoyens qui sont devenus nos porte-parole pour expliquer au reste de la population que Ville-Mont-Royal avait besoin d'une résidence pour personnes retraitées. Ça a été un grand succès. De sorte que la complicité avec les citoyens est un facteur de succès. On a eu un succès, je dirais, important au niveau de la conservation du patrimoine industriel. On en est fiers. Au niveau du patrimoine religieux, ça a été moins reluisant. On pourrait parler d'un échec puisqu'on n'a eu aucune réussite. Pas une petite, aucune réussite. Est-ce que c'est notre fonds catholique qui fait qu'on est plus soucieux de notre patrimoine religieux? Je ne peux pas vous l'expliquer, mais on a souffert pas mal dans ce domaine-là. On peut vous parler pour nous de ce qui est le plus célèbre. C'est peut-être celui qui a fait plus l'objet des journaux, qui était le Carmel. Nous, on est allé faire de l'information préalable à tous les niveaux, au niveau du municipal, au niveau du provincial, pour dire, voulez-vous faire quelque chose? Avez-vous de l'intérêt dans le Carmel? Parce que les religieuses venaient nous voir en disant, nos murs tombent, et puis on veut... il faut trouver une autre vocation. On a dit oui, mais on a nos expériences dans le religieux. Êtes-vous sûr? Avez-vous été voir tout le monde pour savoir qu'il n'y a pas de monde qui vous aiderait? On est allé voir le même monde que les religieux nous ont dit qu'ils étaient allés voir, puis ils nous ont dit non, on ne veut pas mettre d'argent dedans. Il y a eu une opposition citoyenne et...
Puis je pense qu'on faisait une belle job, parce qu'on s'inspirait un peu des paradors, des poussadas, où le patrimoine religieux et le patrimoine du Portugal et de l'Espagne étaient en grande partie protégés par ce principe de parador et de poussada. Et on a vraiment fait quelque chose où on respectait tout le mur d'enceinte, on démolissait rien, on trouvait ça beau. On a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et à un moment donné, le gouvernement a dit, on va mettre de l'argent dans ça devant l'opposition citoyenne. On a l'impression d'avoir servi de faire valoir. Et nous, on se dit, à un moment donné, qu'on analyse les choses, puis on le disait à l'époque, on le répète aujourd'hui, que l'État, les personnes concernées se fassent une idée claire, puis qu'ils la respectent par la suite. Si on dit qu'on veut transformer, qu'on veut aider le Carmel, on l'aide. Le jour où on dit qu'on ne veut pas l'aider, puis qu'on invite les promoteurs à le faire, je pense qu'on se doit de respecter, de se faire des politiques claires pour éviter de nous prendre en otage. Les Sœurs du Précieux Sang, on avait l'autorisation de la Ville, mais il y a eu une grande opposition citoyenne. C'est un projet qui s'est réalisé par la suite. Beaucoup plus tard, on a servi de pionnier dans ça. Saint-Nom de Marie-Jésus, long processus, encore beaucoup d'investissements. On était sur la ligne d'arrivée, on était retenus. On a reçu une lettre de Sœur Jacqueline qui nous a dit « On a le plaisir de vous annoncer qu'on vend à l'Université de Montréal. » On s'est dit « Pourquoi ça n'a pas été fait avant, cette planification-là? Pourquoi l'Université de Montréal ne s'est pas intéressée avant? » Conclusion là-dessus, on se dit que la consultation des citoyens doit être faite bien avant l'implication financière des promoteurs pour éviter que ces discussions-là se fassent dans la précipitation et dans les émotions. Cependant, on a la conviction que les citoyens doivent participer parce qu'on ne veut pas les voir rebondir ces demandes-là une fois qu'on est embarqué dans un processus. Puis c'est ce qui va faire qu'on va avoir des projets qui ont l'assentiment du milieu et l'acceptation du milieu, tout comme l'exemple que je vous donnais des bassins. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vient crier qu'on ne veut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça. Tout le monde a eu son mot à dire, puis ça a été fait avec les moyens qu'il fallait. Il faut que les enjeux soient connus à un moment donné de façon claire. Les promoteurs doivent participer au processus de planification. Toujours que le succès, c'est la bonne planification. Je n'aimerais pas tout particulièrement, mais il y a des exemples de projets qui ont été longuement planifiés entre professionnels dans des beaux bureaux. Et quand ils arrivent sur le marché, ça ne rencontre pas du tout les coûts que ça a engendré, cette planification. Les clients ne peuvent pas se payer ça, parce qu'il faut comprendre que nous, comme promoteurs, on n'est qu'un engrenage. Lorsqu'on nous impose des coûts, c'est transféré aux citoyens, aux clients par la suite. Et un manque de réalisme. Donc, s'il y a des promoteurs qui avaient participé au processus de planification, on pense que ça ne serait pas arrivé. Puis ça arrive principalement par les accords de développement. Les demandes sont de plus en plus grandes dans les accords de développement. Que si on fait de la revitalisation de quartier, évidemment, il y a des enjeux, il y a des choses à respecter. On nous parle de conservation du patrimoine, des exigences au niveau architectural. On parle de logements sociaux, 15 % de logements sociaux, il y a un coût de relié à ça. On nous parle de logements abordables, puis là, dans les accords de développement, ils sortent un nombre de pieds carrés minimum, 56 mètres carrés. En milieu urbain centraux, on n'est pas capable de faire un logement de 56 mètres carrés qui est abordable. Donc, c'est des problématiques qui ajoutent des coûts importants. Et on se dit souvent que tout le monde veut s'en aller en banlieue. Bien, c'est toutes ces choses-là qui font qu'à Montréal, ça coûte tellement cher que les gens veulent s'en aller en banlieue. Les logements familiaux, que ça s'en vient comme un gros train. Là, tous les politiciens s'accrochent après ça de ce temps-ci. Là, on se dit, bon, ça prend un logement minimum de 85 mètres carrés pour une famille. Donc, on veut prendre une famille qui part d'un logement qui paye 800 $ par mois pour les rentrer dans un logement qui coûte 400 000 $. On pense que ça manque de réalisme. La meilleure garantie, c'est petit deviendra grand. Aujourd'hui, les petits logements ont la peste. Quand on arrive, on présente des projets avec des petits logements. Mais dans ces petits logements-là, c'est des jeunes qui rentrent dans ça. Ils se créent un patrimoine. Ils créent le plaisir de vivre à Montréal. Puis un jour, ils vont fonder des familles puis ils vont rester à Montréal. C'est la meilleure façon d'avoir des familles à Montréal. Un autre élément des accords de développement, c'est le développement durable. On est pour le développement durable. Mais de plus en plus, on utilise le LEED comme étant la formule magique pour le développement durable. Le LEED n'est pas adapté aux résidentiels. C'est un processus qui a été établi pour les bureaux. Ça augmente le prix de 5 à 10 %. Et les citoyens, les clients,
ne voient pas du tout leur retour sur leur investissement parce que le coût de l'énergie au Québec est très bas. De sorte qu'il faut faire du développement durable, mais pas avec le processus du LEED, puis il faut éviter de faire ce qu'on fait, d'inclure ça comme l'élément magique de garantie de développement durable dans tous les accords de développement. On pense que nous, il faut établir des priorités. On ne peut pas avoir une liste d'épiceries qui s'allonge d'année en année comme ça, puis mettre ça sur le dos du citoyen qui paye ça, lui, après impôt, il faut comprendre. Il y a un revenu X, puis son revenu n'augmente pas tant que ça, puis c'est après impôt, puis il y a déjà des grandes augmentations au niveau de l'immobilier. Il faut établir des priorités. Si on est à Saint-Henri, puis on dit c'est important à Saint-Henri d'avoir des logements sociaux, mettons les priorités sur le logement social. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de développement durable, qu'on ne fait pas d'autres choses, mais mettons les priorités là-dessus. Si on est à développer les grands hôpitaux, peut-être que l'argent puis les enjeux, il faut les mettre sur le patrimoine. Mettons l'énergie sur le patrimoine et non sur les autres enjeux. Il faut établir des priorités. On n'y arrivera pas à long terme. Les grands ensembles doivent être supportés avant leur développement. L'exemple des entrepôts du quai de la Commune, il ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une collaboration de la Société d'habitation et de développement de Montréal. La SHDM les détenait depuis longtemps et au fond, en ayant une vision à long terme, elle a pu permettre ça. Permet des projets de meilleure qualité. Les implications des niveaux gouvernementaux, si vous voulez faire affaire dans le port de Montréal, vous allez faire affaire avec le fédéral, le provincial, le municipal, le municipal arrondissement, Ville-Centre, le port, le Vieux-Port. On a tenté de faire un projet à côté d'Habitat 67. C'était la propriété de la SCHL qui transigeait avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement provincial avait des droits. C'est un projet qui n'a jamais abouti. Et les villes de Copenhague ou qu'on prenne Hambourg, c'est des villes qui font le remembrement, achètent les terrains, planifient, installent des infrastructures et des parcs et les revendent aux promoteurs. Mais on pense que ce n'est pas ça qui doit se faire à Montréal parce que les niveaux politiques, s'ils sont trop impliqués, parlons pas nécessairement actuellement de ce qui se passe avec la commission Charbonneau, mais historiquement, il y a toujours eu des affinités politiques. Et les affinités politiques ne sont pas un gage de succès pour attirer les meilleurs promoteurs puis faire les meilleures choses. Il faut plutôt établir des tables de concertation préalablement à la planification pour avoir des critères clairs et limpides et que ce soit réalisé par des organismes indépendants. En conclusion, abordons rapidement la planification de ces grands ensembles pour une garantie de succès. Merci. Merci, Jacques. Vous aurez compris qu'on a travaillé sur la complémentarité. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Les deux, il y en a un qui travaille sur le processus de recolonisation, c'est un peu ce que Caroline... Comment est-ce que l'éphémère peut donner naissance à des choses qui sont maintenant pérennes? Et il semble qu'à Paris, ils ont fait quelque chose d'aller plus loin. C'est pas la tour 13 ces jours-ci. Là, ils ont pris une tour de bureau qui était sur le point d'être démolie. Elle a été occupée et ça a créé une série d'œuvres qui sont maintenant, qui existent dans l'espace cybernétique à travers la documentation. Enfin, il y a peut-être des expériences à aller chercher. Puis tantôt, Jacques nous parlait une récente mission que vous avez faite en Allemagne, où justement, tu viens d'en parler, cette question de planification, le foncier. Alors, c'est une des questions qu'on pourra peut-être aborder dans nos échanges. On a quelques instants maintenant, si vous voulez, pour avoir quelques échanges, des questions. Nos deux conférenciers sont là. Après ça, on aura un verre de l'urbanité, comme on aime bien l'appeler, avec les gens du McCord qui nous accueillent généreusement. Mais je voudrais peut-être mentionner avant, il y a quelques années, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait un séminaire en immobilier. Ça avait commencé tout petit, cette affaire-là. Puis la dernière fois que j'y étais, c'était une salle du Palais des Congrès. Il y avait 900 personnes qui étaient là. L'ancien maire de Montréal, Gérald Tremblay, avait annoncé le nombre de grues qui existaient à Montréal. Il avait fait faire un décompte. Et le mot patrimoine a été prononcé par deux personnes dans cette immense assemblée, Jacques Vincent et Cameron Charlebois. Moi, j'étais là pour compter pas les grues, mais le mot patrimoine. Puis je peux vous dire que... Et ils l'ont abordé à travers des dossiers, des questions. Comment est-ce qu'on redonne une nouvelle vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'ici, les deux exemples, les deux expériences qui vous ont été présentées, c'est comment redonner vie.
C'est intéressant que c'est passé à partir d'un hôpital. Dans les deux cas, comment réfléchir à ça. Mais je lance la discussion. Est-ce que vous avez... Feel very welcome to ask the question in English, if there's any opportunity for that. It's a question period. Qui veut commencer? Alors, on reconnaît Jean Descaries. Attendez, il y a peut-être un micro. Est-ce qu'il y a un micro? Il est là. Je pense que ce serait bien que le micro et la personne qui veut intervenir soient au même endroit. Oui, Jean Descaries, urbaniste à la retraite. Il y a une dimension qui n'a pas du tout été soulevée dans vos exposés. C'est la nature institutionnelle comme telle. Alors, c'est le thème de la réunion ce soir. Ce qui est institutionnel, ce qui est patrimonial en plus, mais c'est déjà classé, ça appartient à la communauté. C'est nous qui avons payé tout ça, qu'on soit les gens des paroisses qui ont payé l'Église, évidemment, ou qui ont payé le Carmel. J'ai été très actif pour le projet du Carmel. Bon, vous en parlerez à la réception tantôt. Et d'ailleurs, on a gagné, mais on n'a pas tout gagné parce que finalement, on avait réussi à élaborer, parce que ça peut vous intéresser aussi, la façon dont on a travaillé ça, c'est de trouver un remplacement. On avait trouvé des remplacements avec la Maison des femmes, avec une pop-up, etc. Il y avait toutes les choses communautaires comme celle-là. Et puis, tout à coup, le gouvernement, qui avait dû intervenir bien avant, bien sûr, vous avez raison, est arrivé à la fin, on dit « Ah, on classe, sinon on finit ». Et les bonnes sœurs n'étaient pas contentes parce qu'ils voulaient s'en aller de toute façon. Et ça va revenir, n'en faites pas, dans 10 ans, ça va revenir. Mais ça, c'est important parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. C'est héritage, ça nous appartient. Et il faut que ça reste donc dans le domaine public ou parapublic, à mon sens. Sauf, bien sûr, il y a beaucoup d'exceptions. Dans le fond, un couvent, c'est une résidence. Ça peut donc être transformé en résidence. Essayons de voir, par contre, le type de résidence que ça peut être. Les résidences, bien sûr, pour personnes âgées, les CHSLD, il y a plusieurs possibilités. Justement, les logements abordables, etc. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi avec ça. Mais de là à privatiser, le mot privatiser, ce qui vient à l'encontre du mot institutionnel et patrimonial. Et ça m'apparaissait extrêmement difficile à accepter. Encore plus, évidemment, dans le cas du Montréal, sur lequel j'ai aussi beaucoup travaillé. Et là, à notre sens, tout ce qu'on avait appelé la couronne institutionnelle autour du parc et des cimetières doit rester, bien sûr, public, partout dans la public, doit rester perméable à l'utilisation publique. Donc, la question est... Comme en 80, la question, s'il vous plaît. C'est quoi cette question, vraiment? Et si vous voulez prendre le micro pour vous en servir aussi, c'est utile pour l'enregistrement parce qu'on souhaiterait que ces échanges soient connus de personnes qui ne sont pas ici, donc mis sur le web. Alors, si vous voulez utiliser le micro à sa fonction première. OK. Alors, donc, il n'y a pas vraiment de question spécifique, c'est un commentaire. Voilà. Merci. Jacques, c'est peut-être avec le... Moi, j'ai déjà une forme de réponse, parce qu'à votre commentaire de dire c'est un bien public, je l'ai totalement entendu dans toutes les choses qu'on a faites, puis je respecte ça d'une partie, mais en même temps, il y a quelque chose de... Moi, je ne suis pas convaincu que c'est un bien public tant que ça. Et puis, il y a peut-être beaucoup de monde qui pourront nous dire le contraire. Prenons dans les hôpitaux, par exemple, parce que c'est le cas dont on parle, ou même dans l'enseignement. Les religieuses, parce que c'était souvent le cas, qui ont fait ça, ont donné leur vie à des salaires, c'est même pas des salaires, ils ont travaillé pour rien pendant toute leur vie. Aujourd'hui, ce qui leur reste, c'est un bâtiment pour pouvoir prendre leur retraite et vivre décemment. Fait que de venir dire que c'est un bien public, qu'on a payé pour ça, je pense que les sœurs, les religieuses ont payé plus que les Québécois ont pu payer pour ces bâtiments-là, parce qu'ils ont donné de leur temps. Moi, là-dessus, je suis vraiment en désaccord et que ça appartient totalement au public. Qu'on en fasse des choses, OK, mais moi, je pense que ça leur appartient vraiment, d'autant plus qu'ils ont fait tous ces efforts-là, ils ont fait tous ces investissements-là. C'est mon point de vue sur
le domaine public. Il y a la question des bâtiments, puis effectivement, ce sont des constructions. Souvent, ces ensembles institutionnels sont associés à des domaines, à des terrains qui ont une valeur peut-être au-delà du bâti. Il y a la question du foncier. Une des choses sur lesquelles nous, on travaille, Héritage Montréal, c'est par exemple des fiducies de patience qui permettraient que le fonds de terrain soit versé dans un domaine public non fiscal, en dehors du marché, et que les bâtiments bénéficient des investissements. Parce que dans le fond, souvent, les terrains seraient intéressants qu'ils soient accessibles au public. On pense au Royal Vic, on pense à, je ne veux pas dire l'Hôtel-Dieu, parce que le verger de l'Hôtel-Dieu est tellement magique que en faire un parc, ce serait comme de le dénaturer. Mais déjà, l'idée de travailler entre le sol et le bâti, ça permettrait de garantir que les investissements vont aux bons endroits. Peut-être qu'il y a une chose à aller chercher. Puis quand on parle de bien, il y a le bien public en propriété, puis il y a le bien d'intérêt public. Et je me demandais, à Paris, l'hôpital en question, et peut-être que vous pouvez simplement le sortir du support, voilà. On regardait ça comme une sculpture entre vous deux. Ce qui s'est passé donc après 7 ans d'occupation de l'hôpital éphémère, en fait, on a réussi à conscientiser le ministère de la Culture sur le patrimoine bâti, parce qu'il n'y avait aucune citation sur ce bâtiment-là. Et on a réussi donc à faire citer une grande partie, disons peut-être la moitié du site. Et donc la moitié du site est restée hospitalier. Il y a eu une nouvelle fonction. Et l'autre moitié a été développée avec un promoteur immobilier pour faire un centre de gériatrie, donc pour personnes âgées. Alors c'est un compromis qui quand même a accommodé pas mal de monde, puisque en même temps, le bâtiment avait été cité. Dans ce bâtiment cité, il y a encore des services hospitaliers. Une autre partie a été développée en résidence pour des personnes âgées. Donc je pense que c'était un projet qui a été assez à succès, en tout cas pour réussir à ce compromis qui est quand même intéressant à voir dans les deux sens, je pense. Est-ce que les terrains parce qu'on a parlé d'un petit potager, tu as mentionné ça, est-ce que les terrains sont accessibles au public ou ça demeure une espèce d'enclave dans le tissu urbain? Actuellement? Oui. Actuellement, je ne suis pas sûre à 100%, mais je pense qu'il y a une partie résidentielle qui est privée et il y a une autre partie hospitalière qui est publique. Par exemple, le petit potager, il a été démoli. Il n'y a plus de petit potager ni de serre. Ça, c'est clair. Mais parce que c'est ça, le triangle que je vous ai montré tout à l'heure, la pointe a été coupée pour faire ce développement résidentiel, mais qui quand même concerne des personnes âgées. Donc, qui a permis quand même à une certaine population de rester dans le quartier. Comme Jean disait, il y a une dimension architecturale, il y a une dimension de positionnement dans l'environnement urbain, puis il y a aussi une valeur pour la mémoire des services publics qui sont associés à ces lieux-là. Autre question, commentaire, monsieur, là? Louis Trudel, entrepreneur en traduction. Pourquoi dites-vous qu'il ne faut pas suivre les exemples de Copenhague et de Hambourg? Je pense, Jacques, micro. Oui. Copenhague, Hambourg, bon, tantôt j'ai accéléré un petit peu ma présentation. C'est des facteurs de succès, à mon sens, très importants. Copenhague achète les terrains, les développe et les vend aux promoteurs. À Hambourg, c'est fait de la même façon. C'est plus, au fond, j'emploie le mot des affinités politiques. Pour être gentil. Mais je pense que tout le monde comprend. À un moment donné, c'est devenu de façon plus importante. On voit ce que la commission Charbonneau peut avoir fait, ce qu'il a pu se faire, mais ça n'a jamais été à ces niveaux-là. Mais ces affinités politiques-là font que nous, comme promoteurs, lorsqu'ils sont trop fortes, les affinités politiques, c'est des choses qu'on évite. On ne va pas là. Et vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont pas comme premier objectif de faire nécessairement les meilleurs projets et les enjeux sont faussés. C'est ça pourquoi, moi, ce qu'on vous dit, c'est, comme promoteur, si on fait ça, moi, je ne suis pas certain que c'est la meilleure garantie. Pourquoi à Hambourg et à Copenhague ça fonctionne, je ne saurais pas vous le dire.
Mes 35 ans d'expérience à Montréal, lorsque des projets faisaient l'objet d'affinités politiques, c'est des projets qu'on évitait. Bon, c'est plein de mystères, tout ça, mais moi, je peux vous dire que nous, on est... Les mots... Oui, ces jours-ci, c'est vrai, donc, on se comprend. Mais les bureaux d'Héritage Montréal sont dans un complexe qui s'appelle le Bon Pasteur, qui date des années 80, puis qui a été fait... aujourd'hui, c'est un exemple qui est un peu oublié, mais à l'époque, c'était quand même assez... On parlait tantôt d'une formule à la montréalaise, hein, c'est Caroline qui a employé l'expérience, puis je pense que l'expression, puis Jacques, tu as une feuille de route qui participe de ce modèle montréalais, mais... dans le cas du Bon Pasteur, il y a une structure mixte. Puis ça me rappelle, le 7 juin dernier, Cameron était là, c'est plusieurs aussi, c'est le sommet sur le Mont-Royal. Et un des enjeux sur le Mont-Royal, je parlais tantôt du 60% de domaine institutionnel, bien, c'est un domaine qui est... Bon, c'est sûr que les cimetières, la vocation est quand même assez stable, et c'est du domaine institutionnel. Mais pour les bâtiments hospitaliers dont on mentionnait, il y a cet appétit. Le seul élément de planification dont on peut parler, c'est le Conseil du Trésor qui attend 200-225 millions de la vente de ces actifs-là. Puis ce qui a été démontré, c'est que ce n'étaient pas des actifs, c'était des passifs immobiliers, mais des actifs patrimoniaux. Et la notion de mixité a été beaucoup avancée comme une piste à explorer. Est-ce qu'on peut avoir le fond de terrain qui reste dans un univers où il n'est pas exposé aux turbulences et des agences? C'est peut-être des questions sur... Mais comment sortir ça des affinités politiques? C'est un des messages qu'on reçoit aussi d'ici. L'autre chose, c'est comment 7 ans d'éphémère, ça a permis de changer. Finalement, ça a permis d'éviter de raser tout ça. Et ça l'a redonné dans une vocation qui est maintenant positive pour la société. C'est un peu ça. Mais on est entre Paris et Copenhague et Montréal. C'est un peu ça. Autre commentaire? Oui, Olivier Martinez. Oui. C'est un peu en lien avec les deux précédentes et ce serait aussi adressé à M. Vincent. Est-ce que l'espace public n'est pas avant tout un espace politique? Et est-ce que c'est pas sa dépolitisation, donc sa privatisation, qui serait un peu responsable des problèmes qu'on a eu à Montréal, contrairement à Copenhague? Vous pouvez répéter la fin de votre question? Oui. Est-ce que ça serait pas plutôt la dépolitisation de l'espace public qui serait le problème à Montréal, donc en quelque sorte sa privatisation? La privatisation de ces espaces institutionnels publics. Écoutez, nos expériences à nous, ils ont été difficiles quand on avait plus une implication du politique. La dépolitisation du domaine, je ne sais pas comment elle s'opère. C'est plutôt l'inverse qu'on a pu voir dans les dernières années. Le mot politique, est-ce que c'est le bon mot? Parlons d'intérêt particulier, peut-être que mon mot n'est pas bien employé. Mais c'est vraiment de faire un processus très limpide, c'est ce qu'on souhaite avoir. Je ne réponds peut-être pas clairement à votre question, mais donc c'est plus loin que je peux aller. Tout ce que je peux dire comme ça, c'est la place publique. Là. Bon, on a une question en haut. Après ça, ça descend ici. Oui, OK, parfait. Oui, Philippe Landry. C'est vrai que c'est très complexe. Je veux juste parler de 3 cas. Là. Par exemple, près du métro Mont-Royal, pour une future bibliothèque, on pense à construire, alors qu'il me semble qu'il y a quand même pas mal de bâtiments au plateau, de bâtiments patrimoniaux, même d'églises, qu'on pourrait utiliser pour refaire une bibliothèque, un centre culturel, etc. Mais c'est comme si on n'y pense pas. Deuxième point, l'immense chantier du CN à Pointe-Saint-Charles, l'édifice numéro 7, qui est immense et petit par rapport à l'immensité de ce chantier-là. Et quand quelque chose d'aussi grand tombe, c'est vraiment l'épine au pied du quartier Pointe-Saint-Charles, ce chantier-là qui est une friche industrielle immense. À quelque part, il faudra empêcher que des ensembles aussi immenses, comme c'était le cas du chantier du CP, tombent à l'abandon. Parce que c'est tellement... Remonter ça, ça va être un tel travail que
Puis, comme vous avez dit, il y a du vandalisme à l'édifice 7, mais il y en a partout sur ce chantier-là du vandalisme. Plus le fait que tant d'années d'abandon rend l'endroit extrêmement difficile à remonter. Et puis enfin, troisième cas, le cas de Griffintown, j'ai été très surpris dernièrement, où on disait si la ville veut réacquérir des terrains pour faire des parcs et pour un peu structurer l'espace, il paierait le terrain 10 fois plus cher que s'il avait acheté il y a 10 ans. On se dit qu'à quelque part, la ville n'a pas su, a manqué le bateau, parce que c'est un manque là, comment on pourrait dire, c'est un manque de vision, ou c'est un manque même de communication, parce qu'à quelque part, le quartier, c'est pas seulement des immeubles, c'est tout un ensemble, donc il faut que le domaine public n'aille pas contre vous, mais à quelque part accompagne tout ça. Et je sais pas, on a de la difficulté à amarrer tout ça ensemble, mais je voulais aller aux trois, mon chapeau, parce que je sais que c'est très difficile. En tout cas, si vous avez des commentaires là-dessus, oui, on peut maintenant répondre à ces commentaires par des questions des conférenciers. Mais le cas de Griffintown et des terrains vacants, c'est un peu aussi... le micro, est-ce qu'il descend d'ici? Ah oui, OK. Bon, on doit se coordonner. On va faire une petite table de concertation là, pour ça. Là. Mais c'est comment on donne de la valeur à des terrains. Puis il y a peut-être des choses qui ont des valeurs qui sont en dehors d'une valeur marchande. Et comment est-ce qu'on les place là-dedans? Puis c'est une chose qu'on observe depuis des années. C'est une espèce de crise du domaine public dans toutes ses différentes ramifications qu'on ne sait pas aborder. Vous savez, la Ville s'est donné des instruments généraux sur les lieux de culte, les ensembles institutionnels et tout ça, mais c'est toujours au cas par cas qu'on les examine. Donc, il n'y a pas une position générale sur cette situation qui ferait que, par exemple, des promoteurs, bien, ils arrivent sur la base de la position. Voilà, c'est un éclairage nouveau sur la question. Mais on va prendre la deuxième question dans la corniche et après ça, on va redescendre au niveau des rives ici. Là. Moi, je voulais peut-être intervenir. Oui. Je pense qu'il y a vraiment un abandon, justement, du politique par rapport au privé à Montréal, globalement. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est clair que quand on voit que 350 000 mètres carrés de terrain de CN ont été vendus $1 contre une réhabilitation, un promoteur, ben là, je reprends aussi ce que vous avez fait comme commentaire par rapport à... Il y a forcément des partenariats, on va dire, d'affaires. Il y a des alignements de planètes très étonnants. Voilà, et puis, c'est vrai qu'il y a des aberrations comme ça. Je me suis beaucoup investie sur le Horse Palace. Puis c'est vrai que le Horse Palace, une fois que le promoteur a acheté le Horse Palace, c'était déjà bien trop tard. La ville a acheté beaucoup trop cher le paddock en avant. C'est vrai que c'est notre argent. Puis en tout cas, ça fait mal au cœur. Mais en tout cas, je suis d'accord avec cette idée que le politique abandonne beaucoup le domaine public. Oui. Le micro, est-ce que le micro peut... Oui. Pierre-Olivier Bureau-Larry, oui. en architecture à la Société immobilière. En fait, ma question est très simple. Pardon, Société immobilière du Québec. C'est important. C'est la SIC avec un Q plutôt que c'est avec un C. Exactement. C'est bon. Voilà. Soyons précis. Donc, ma question est très, très simple et très claire. Selon vous, quelle est l'importance du gouvernement, ou du moins des agences, un peu comme la Société immobilière du Québec, dans la protection et le respect du patrimoine? Parce qu'on a parlé de succès ce soir, on a parlé d'avenues possibles pour la transformation, mais dans ce respect-là, parce que c'est quand même, comme on mentionnait, des éléments qui sont du moins d'intérêt public sans nécessairement l'être. Tout est question de parler du respect de l'intérêt public. Moi, je pense qu'à un moment donné, si on parle du patrimoine religieux ou d'autres choses, à un moment donné, il y en a tellement, on ne peut pas faire, en tout cas, à notre sens, à nous, garder tout. Il faut faire des choix. Et là, les institutions comme la SIC peuvent arriver à dire on fait un choix de garder certaines choses. Mais je pense qu'il y a certains bâtiments qui doivent être transférés au privé
Et moi, je pense que ces institutions-là, des institutions comme la SIC, je donnais l'exemple tantôt de la Société d'habitation et de développement de Montréal. À un moment donné, les entrepôts, qu'on parle du quai de la commune, je ne pense pas que ça avait intérêt à être gardé par le gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal ou par quoi que ce soit d'autre. Il était voué à une démolition. Aujourd'hui, je pense qu'on a gardé ce patrimoine-là en accompagnant et en faisant les démarches nécessaires pour favoriser de le garder en ayant de la détention préalable, en attendant que le marché soit prêt à recevoir ça. Ça, je pense que c'est des actions que des institutions publiques peuvent faire quand c'est ce qui est cédé au privé. Ce qui est conservé par le public, bien là, c'est moins mon domaine. Il y a d'autres mondes qui pourraient répondre à ça que moi. Mais les institutions publiques, pour la conservation du bâti, du patrimoine, ont quelque chose à faire pour la transmission au privé pour s'assurer que c'est gardé. Oui. Je voulais juste intervenir par rapport à mon expérience avec la SYMPA à l'époque, donc la SHDM aujourd'hui. Nous, on était donc un quartier éphémère dans un quartier qui était vraiment à l'abandon. La ville a décidé de transformer ce quartier. Elle a acquis le maximum de bâtiments dans ce quartier. Et je pense que la cité multimédia était un exemple qui est quand même assez réussi au niveau justement de la répartition entre privé, public, institutionnel, puisque la fonderie Darling, on est là grâce aussi à cette vague-là. On a obtenu non seulement un bâtiment vraiment, vraiment pas cher, des subventions pour le rénover, donc on a fait partie d'une vision d'ensemble. Je pense que ce qui est important justement, c'est d'avoir une vision d'ensemble sur un projet et pas d'y aller au cas par cas. Enfin, en tout cas, s'il y a quelque chose que je trouve important pour les sociétés immobilières, ce serait vraiment d'avoir dans un projet d'ensemble tous les axes possibles pour faire en sorte que ça soit des quartiers de qualité. Merci. Moi, Cameron Charlevoix, j'aimerais juste faire 3 points par rapport à ce que vient d'être dit. Je pense qu'il faut regarder l'histoire de la situation parce que c'est très pertinent. Montréal a atrophié sa capacité de planification. Donc, si on revient quelques années, vous mentionnez la SYMPA, ça tombait dans exactement la même foulée que la planification de Montréal dans le temps où on valorisait certains secteurs et qu'on commençait à s'inquiéter, se préoccuper de l'avenir urbanistique de Montréal, donc l'avenir urbain de Montréal. Cette capacité-là d'une ville, et on se le dit depuis longtemps, est disparue, puis je pense que c'est un sine qua non si on va réussir l'avenir. Est-ce que ça se parle dans la campagne électorale? J'en sais pas, mais on ne sait pas. Beaucoup. La deuxième des choses, c'est les agences comme la SYMPA. D'ailleurs, j'ai travaillé avec la SYMPA. Je pense que, Jacques, tu avais eu tes débuts un peu dans la marge de la SYMPA quand on faisait le 20 000 logements par une autre agence. Et c'est là où la Ville s'est dotée d'agences intermédiaires pour prendre en main les situations difficiles. Je m'inquiète aujourd'hui du dossier de Blue Bonnets parce qu'il n'y a pas d'agence intermédiaire, c'est une planification directement de la Ville. Puis c'est pas mauvais en soi, mais dans l'opérationnalisation de ça, c'est un problème, c'est un grand problème. Mais quand on regarde les ajustements de la SYMPA, c'est extrêmement innovateur. Hein? Pas juste Bon Pasteur qui était un projet mixte et hybride, d'une part, le sauvegarde d'un patrimoine, mais aussi le promoteur privé dans ce projet-là a fait faillite, puis la SYMPA a dû prendre en main, en régie, la terminaison du projet. Donc, c'est une capacité aussi d'assurer la réussite. Mais qu'est-ce que c'était la SYMPA? C'était un projet conjoint de la Ville de Montréal et du Québec, le ministère de la Culture du Québec, et il n'y avait aucun élu dans le conseil d'administration de la SYMPA. C'était complètement une agence intermédiaire, une société mixte qui avait un fonds d'investissement. Ils ont fait d'autres bâtiments à Montréal qui sont moins connus, qui ont été aussi réussis. Le Côté au coin de l'Ontario et Saint-Laurent, c'était un projet de la SYMPA. Puis un des modèles qu'on a regardé à l'époque de ce projet-là était un mix de fonctions
parce que c'est pavillonnaire comme bâtiment. C'est une partie sur Saint-Laurent, il y a une partie sur la rue en arrière, Clark, je pense. Alors, cette agence-là permettait une grande innovation et la planification de projets de sorte à faire l'intermédiaire entre ce qui appartenait au public et l'intervention du privé. De sauter direct du public au privé, c'est très problématique. À moins que ça soit, comme tu dis, Jacques, règles claires, entente faite, passez donc à l'action. Alors ça, je pense que c'est aussi un instrument qui est disparu, c'est un instrument comme la SYMPA. Ça a été transféré à SHDM et d'autres organismes, et avec l'arrivée de certaines administrations municipales, la chose s'était démantelée. Une capacité, je pense, d'action publique a été démantelée. Troisième des choses, c'est plutôt une anecdote. J'écoute la discussion et la préoccupation que nous avons avec la sauvegarde de notre patrimoine et comment on prend le temps et on prend l'effort, puis on fait les débats, et j'entends toutes les propositions qu'on avance. Par contraire, j'étais à Toronto il n'y a pas longtemps, puis je discutais avec quelqu'un de Toronto comment la sorte de destruction du patrimoine qui se fait à Toronto ne serait jamais possible à Montréal. Puis la personne m'a renversé mon discours, puis a dit, je caricaturise, mais il dit, si Montréal avait 100 000 personnes à loger par année, sans faire un étalement urbain qui allait jusqu'à Hamilton et Vaughan et Markham, vous verrez une plus grande urgence dans la manière que vous planifiez votre ville et la manière que vous protégez votre patrimoine, parce que vous avez le luxe de temps qu'on n'a pas à Toronto. Voilà, c'est un contraste que je trouve éclairant, parce que ça met les choses en perspective quand on prend exactement le temps et les exigences que tu dis, Jacques. C'est parce qu'on peut se le permettre dans un marché qui est plutôt tranquille. Bon, c'est le mécanisme de patience, finalement. Mais c'est aussi patience, ça commence par les mêmes lettres que paresse. Puis on voit, une observation qu'on peut faire comme ça, c'est que, par exemple, l'espèce de fantôme qu'on fait planer au-dessus de l'Hôtel-Dieu et du Royal Vic, d'une espèce de volée de promoteurs qui vont aller chercher ça, faire des condos soudainement, ça crée un contexte de paresse, parce qu'on sait que ces promoteurs, ils ne sont pas là. C'est des défis tellement importants. Puis d'ailleurs, comme Jacques l'a dit, c'est pas la chose à faire avec des trucs comme ça. On doit réserver ces espaces pour des fonctions stratégiques de la métropole. Mais comme on dit, on va faire une bataille pour ou contre les condos, bien, on ne fait pas le travail qu'il faut de réinventer des mécanismes comme la SYMPA. Pour les gens qui n'étaient pas là, SYMPA, c'est la Société immobilière du patrimoine architectural, hein, parce que tout le monde connaît ces acronymes. Là, on est tous des pharmaciens ici. Mais pour les laïcs, on ne sont pas au courant. SHDM, Société d'habitation et de développement de Montréal, etc., etc. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces 3 points de Cameron? Peut-être pas. Non, mais par exemple, il y a un mot qui est ressorti là, qui était présent dans vos 2 interventions, c'est le mot invention, créativité. Certains sur le processus, d'autres sur le modèle. Tu parlais des ententes, mais finalement, la SYMPA, ça a inventé des façons de négocier des ententes. On a un foncier qui est particulier ici, on a des lois particulières au Québec qui s'appliquent à ça. Le facteur d'innovation dans les modèles pour ces reconversions, est-ce que vous avez quelque chose tout de suite? Ben oui, la culture, toujours créative. En plus, il y a une valeur au quartier créatif que tu nous as rappelé. Non, mais je peux juste reprendre l'idée que ça peut être des projets typiquement montréalais. Je pense que Montréal a vraiment une force très, très forte de créativité, qu'il y a des projets très innovants et que le terrain est fertile à ça, je pense vraiment. Donc, il faut juste peut-être trouver des façons d'associer des gens comme aujourd'hui qui sont peut-être à 2 extrêmes et qui en même temps ont des projets qui peuvent se rapprocher. Moi, face au commentaire de Cameron, je reviendrai, là, ça fait probablement la 3e fois que je reviens avec ça, mais avec la SYMPA ou dans notre cas la SHDM, dans le projet de la conservation du patrimoine des entrepôts sur le Vieux-Port,
si ça avait été directement avec la Ville de Montréal, je ne pense pas qu'on aurait pu arriver à faire ces ententes-là, qui sont des ententes. La Ville de Montréal se doit d'avoir une soumission, puis de dire on donne ça au plus bas, on fait ci, on fait ça. Cet organisme-là, entre les deux, a permis une certaine flexibilité. Et, je répète, ces bâtiments-là, aujourd'hui, si ça n'avait pas été de cette entente-là, ils ne seraient pas là. Il y a une effervescence aujourd'hui dans l'immobilier, mais si on se reporte en 1996, c'était vraiment, là, au niveau des banquiers, on avait la peste. De sorte que c'était d'être supporté par d'autres organismes, de sorte que ça, c'est un exemple, mais on est rendu je reviens sur le sujet, mais on a un peu peur à tout ce qui est public à cause de ce qui peut arriver, qu'on connaît actuellement de façon très importante. Merci. Écoutez, on va peut-être ramasser ça pour se garder un peu de temps pour échanger dans un format plus informel. Je voudrais remercier Caroline et Jacques pour leur intervention. Merci. Ça s'est fait en toute transparence puis en expérience. Aujourd'hui, tantôt, on parlait peut-être le modèle montréalais est souvent associé au triplex avec son escalier extérieur et ses balcons. C'est une partie du modèle montréalais. L'autre modèle, on pourrait l'explorer sous le thème du Concordia Salus. Vous savez, c'est les contraires qui sont sous le même drapeau, finalement. Et il y a peut-être des alliances, c'est la notion de mixité, de partenariat, puis la complicité. Hein, on l'a dit, complicité même entre citoyens promoteurs, peut-être c'est des choses sur lesquelles il y a du travail à faire, mais ça demande des processus qui sont convaincants. La notion de confiance a été mentionnée aussi, mais peut-être aussi avec ces questions de biens publics, on est presque dans les principes du 18e siècle, vous savez, les philosophes, puis comment est-ce qu'on aspire à quelque chose de mieux collectivement à travers des gestes que certains posent comme privés, d'autres comme institutions, d'autres comme économie sociale, qu'on n'a pas beaucoup évoqué. Il y a quelques semaines, on a eu un petit atelier d'un remue-ménage avec des gens de l'immobilier. Hein, Christine était là. Et ce qui est ressorti, c'est beaucoup le défi du sol et du bâti. Est-ce qu'on peut les mettre sur des cycles un petit peu différents? Pas un au rinçage et l'autre au brassage, mais il y a peut-être des choses à explorer de ce côté-là. L'autre élément, c'est justement cette formule d'agence. Qui est l'acteur qui peut permettre de passer le temps? Ça prend du temps, mais ça prend de la capitainerie. On ne change pas de capitaine en traversant l'océan. À quelque part, il faut trouver une façon de... C'est des longs voyages, vous savez. Reconvertir le Bon Pasteur, qui est relativement petit, ça a pris une dizaine d'années à faire comme projet. Alors, imaginez-vous le Royal Vic, dont on dit qu'il est gros comme la place Ville-Marie, et qui est complexe par sa topographie, tout ça. L'Hôtel-Dieu, il est extrêmement chargé de sens. Alors, ça prend du temps puis de la capitainerie. Puis l'autre chose, c'est cette notion de vue d'ensemble et de vue à long terme qui a été aussi évoquée dans les... c'est des conditions, peut-être, je ne vais pas parler de conditions gagnantes, mais certainement des conditions à rassembler. Et je me permets de peut-être saluer la directrice du musée qui vient nous rejoindre après avoir été très investie dans une action au service du Concordia Salus. Et peut-être sur ces bons mots, c'est aussi, rappelons-le, la fête de Marguerite Diouville aujourd'hui. Et Concordia, l'université, est le successeur du gardien de la maison mère des Sœurs Grises, n'est-ce pas? Donc, il faut imaginer qu'il y a peut-être plusieurs modèles, des choses qui se passent. Et la question avec les Sœurs Grises, c'est quoi? C'est pas notamment... Pas uniquement ce qu'on met dedans, mais comment est-ce que le bel espace vert qui a été découvert grâce à Vatican II, en passant, qui a enlevé la clôture qui entourait tout ça, est devenu un élément du patrimoine vivant du quartier. Alors, ce sont des dynamiques, mais peut-être c'est l'occasion d'échanger autour d'un verre de l'urbanité. On vous convie, de l'autre côté, à cette occasion. Merci encore et bonne soirée.